pour notre Zoom du jour. Aujourd'hui, en compagnie d'Olivier de Maison Rouge. Bonjour monsieur. Bonjour. Olivier de Maison Rouge, vous êtes avocat, docteur en droit, professeur associé à l'École des relations internationales et à l'École de guerre économique. Vous êtes également intervenant à l'IHEDN. Vous signez cet ouvrage « Survivre à la guerre économique ». C'est publié chez VA Éditions. Olivier de Maison Rouge, pour que nos téléspectateurs sachent un petit peu de quoi on parle, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une définition de cette notion, la guerre économique ? Succinctement, parce que ça pourrait prendre des heures à développer, mais la guerre économique, précisément, est une forme de conflictualité qui prospère en temps de paix. Et plus précisément, parce que c'est une compétition de nature hybride, indépendamment des conflits armés, mais qui traite néanmoins largement des conflictualités de manière économique, avec deux objectifs, mais qui sont quasiment les mêmes que pour les conflits armés. C'est pour ça qu'on parle bien de guerre économique, à savoir gagner des parts de marché, comme en matière de paix, de guerre armée, à savoir gagner des territoires, ou alors réduire un adversaire, c'est-à-dire détruire des forces ennemies, comme c'est le cas en matière de paix, de guerre économique. Donc voilà, si je parle souvent de paix, c'est qu'on voudrait la paix aussi bien armée qu'une paix économique, et en réalité, parce que nous avons une paix armée, nous avons une guerre économique, et qui englobe à la fois les États, mais également les entreprises. Nous assistons à des instrumentalisations, à des déformations en matière médiatique, notamment des guerres informationnelles, et tout ça, finalement, aujourd'hui, constitue ces rivalités en matière économique, commerciale, parfois douanière, fiscale, mais également numérique. Alors, Olivier de Maison Rouge, vous nous plongez dans le bain assez rapidement dès votre introduction. Je vous cite, la Troisième Guerre mondiale est engagée, elle est plus que jamais économique. Une citation qui m'a rappelé celle du président Mitterrand. Je la rappelle, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très dur, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant c'est une guerre à mort. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et comment est née cette guerre économique ? Vous citez François Mitterrand, évidemment, ce président qui avait un sens politique affûté, voire stratégique. Il avait désigné effectivement comme adversaire les États-Unis, et à moins que ce soit les États-Unis qui nous aient déclaré la guerre, en réalité, sans le dire véritablement. Mais précédemment déjà, conseiller de Georges Pompidou, Bernard Hessenbert, un des derniers gaullistes, toujours en vie d'ailleurs, a lui-même déjà théorisé ces questions de guerre économique. Finalement, les guerres économiques sont le propre de l'homme, comme la guerre elle-même, et comme je le disais tout à l'heure, prospèrent en temps de paix. Mais il faut dire qu'il y a eu une véritable accélération depuis une trentaine d'années, c'est certain, due non pas à la mondialisation, parce que la mondialisation est un terme qui est souvent improprement repris, parce que il s'agit du commerce mondial, mais le commerce mondial a toujours existé. C'était autrefois les Génois, c'était autrefois les Phéniciens, c'était autrefois les Vénitiens, et je pourrais en passer. Non, véritablement, le phénomène qui a marqué cette accélération de la guerre économique, ça a été la globalisation. En ce que, depuis la chute du mur de Berlin, du bloc soviétique, est apparu ce qu'on a appelé un monde libre, auquel nous appartenons peut-être, les Occidentaux, le monde occidental, et de fait, nous avons véhiculé des valeurs, des vertus peut-être en matière économique, et finalement, on s'est rangé à la loi de Montesquieu qui était d'exporter le doux commerce. Doux commerce sous forme finalement de standardisation, on a globalisé, c'est-à-dire qu'on a finalement introduit les mêmes normes, les mêmes modes de régulation, et au final, ça affaiblit peut-être toutes les économies sans le respect des civilisations, sans le respect des identités locales, et surtout, finalement, ce même modèle, ce même maître étalon, qui, de fait, finalement, affaiblissait davantage tous les modèles et tous les systèmes qui avaient prévalu. Alors en 2013, Olivier de Maison Rouge éclate cette affaire, les Français la prennent, c'est le scandale
Prism, 2 ans plus tard, des documents de Wikileaks en partenariat avec Libération et Mediapart expliquaient que l'agence américaine, la NSA, avait placé sur écoute les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, la chancelière, plusieurs de ses ministres ainsi que plusieurs dizaines d'autres chefs d'État. À l'époque, toute la classe politique était, on s'en souvient, un peu tombée des nues, dénonçant les mauvaises pratiques d'un pays démocratique, qui plus est allié. Comment aviez-vous ressenti ces déclarations de la classe politique française? Vous paraissaient-elles sincères? Bon, je pense qu'il y avait une vraie part de naïveté, d'abord, ou alors si c'est pas de naïveté, c'est plus grave, c'est finalement un consentement. Mais la réponse très claire qu'a donnée à tout ce scandale, ça a été celle de Barack Obama, je vous rappelle, interpellé par les médias européens alors qu'il était en visite à Berlin, puisqu'il avait effectivement, les Américains, la NSA en particulier, avaient branché nos dirigeants. Il a rappelé ni plus ni moins que Internet a été forgé et financé par les Américains et de fait que tout ce qui circulait, toutes les données, leur appartenaient. Voilà quelle était la réponse. Finalement, c'est de l'impérialisme et c'est de l'impérialisme finalement largement accepté, consenti, et peut-être que nous sommes finalement des vassaux qui acceptons un tel suzerain. Et d'ailleurs, Barack Obama avait été mis au courant de ces écoutes dès 2010 par Keith Alexander lui-même, le patron de l'agence de sécurité nationale, donc la NSA. Il n'y avait donc aucun doute sur le fait que Obama était au courant de toutes ces affaires-là. Autre affaire, en 2013, la même année donc que ce scandale Prism, Frédéric Pierucci, un haut cadre de la société française Alstom, a été arrêté à l'aéroport de New York à sa descente sur le tarmac. Est-ce que vous pouvez brièvement revenir sur cette affaire qui avait débouché sur la vente de la branche électrique d'Alstom à l'américain General Electric? Oui, évidemment, ça fait partie de ces événements qui constituent cette guerre économique ou cette guérilla. Je peux en parler d'autant plus facilement que Frédéric Pierucci est un ami et il a été véritablement une victime et un otage, comme il le dit lui-même, de cette machine juridique américaine telle qu'elle l'exerce en matière de rouleau compresseur. C'est-à-dire que il a été arrêté et puis sans autre forme de procès, selon l'expression consacrée, il a été embastillé, si ce n'est qu'on est sur le territoire américain. Donc c'est pas la Bastille évidemment, mais ce sont des prisons encore peut-être plus dures de nos jours. Il a servi de monnaie d'échange sous prétexte en fait d'une affaire qui était dirigée contre Alstom pour la passation d'un marché commercial indépendamment du territoire américain, je précise, parce que on va parler selon un mot qui parfois est assez compliqué d'abord à prononcer, j'espère que je vais bien le prononcer, mais en plus à entendre, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Alors que signifie extraterritorialité? Il faut que je le précise, peut-être, c'est que ce sont les institutions américaines qui forgent leurs propres textes, de même que nos institutions françaises forgent leurs textes selon nos règles constitutionnelles, et indépendamment de la loi territoriale, c'est-à-dire les frontières où s'appliquent de telles lois ou règlements, eh bien, au-delà de leurs frontières, finalement, les Américains trouvent, par leur puissance parfois financière, c'est l'usage de dollars, par leur puissance technologique, c'est l'usage de composants, notamment électroniques, qui peuvent rentrer dans la fabrication de smartphones ou d'autres hardware, comme on dit, c'est-à-dire de matériel informatique. Eh bien, pour ces raisons-là, parce que nous utilisons parfois ces technologies ou ces moyens, eh bien, ils vont estimer que leur compétence va au-delà de leurs frontières et trouve à s'appliquer. Dans l'affaire Alstom, c'est ce qui s'est passé. Les Américains, non contents de voir un marché emporté par Alstom qui leur a échappé, il me semble que c'était en Indonésie, ont réussi, grâce à leur renseignement électronique à grande échelle, le fameux système échelon Prism dont nous débattions il y a quelques instants, à collecter des informations qu'ils ont retournées ensuite contre Alstom, parce qu'il faut dire aussi les choses, Alstom n'a pas eu un comportement vertueux dans cette affaire. Hein. Et c'est comportement. Toutes les sociétés appliquent un petit peu les mêmes règles. En tout cas, si Alstom n'a pas été vertueux, c'est le cas un petit peu de toutes ces sociétés mondialisées.
C'est le principe de cette mondialisation effrénée, ce libéralisme sans contrainte, sans limite peut-être. Et effectivement, Alstom n'a fait qu'appliquer la règle du jeu en la matière, qui est peut-être une non-règle précisément, qui s'est retournée contre elle, si vous voulez. Et voilà comment Frédéric Pierucci s'est retrouvé pris en otage dans cette affaire, et comment finalement, dans le cadre d'une négociation commerciale entre deux géants, à savoir General Electric et Alstom, la branche énergie, tout cela a été instrumentalisé pour finalement dépecer notre groupe, notre conglomérat Alstom, une vieille entreprise industrielle centenaire en France, pour finalement devoir se déposséder de cette branche énergie. Mais qui dit se déposséder, c'est aussi l'entretien des turbines nucléaires, des sous-marins, c'est tout un savoir-faire, des technologies stratégiques qui vont échapper à la France. Et voilà, au final. À l'époque, Olivier de Maison Rouge, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur la manière dont l'exécutif français a géré cette affaire, qui était aux commandes de ce largage de ce fleuron français? Il faudrait se replonger un petit peu dans les dessous des cartes. À l'époque, nous avions d'abord Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie, enfin du redressement productif, pardonnez-moi, pour utiliser véritablement le terme qu'il a voulu pour son ministère, et lui-même a essayé de s'opposer à ce démantèlement. Il a voulu dégainer le fameux... Enfin, il a dégainé d'ailleurs le fameux décret dit Montebourg, mais qui en réalité n'est que l'article L151.1, excusez-moi d'être précis, du Code monétaire et financier qui préexistait, qui était d'ailleurs une arme forgée par les gaullistes à l'époque. Donc, pour défendre la souveraineté économique de la France. Et puis, alors peut-être pour cette raison-là ou pour des raisons bassement politiques, il a dû quitter son ministère, remplacé par Emmanuel Macron, qui lui a consenti finalement au dépeçage d'une certaine manière. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une plainte pénale en cours pour un pacte de corruption déposé par Olivier Marleix, alors ministre d'opposition, mais qui montre que finalement toute cette affaire Alstom est symptomatique à bien des égards, parfois d'élites politiques qui elles-mêmes sont peut-être un peu trop versées dans cette règle du jeu mondial économique et à ne pas vouloir défendre suffisamment les intérêts français. C'est parfois des choses, enfin des éléments qui nous permettent de porter un jugement sur cette affaire. Est-ce que Emmanuel Macron avait, en tant que ministre de l'économie, j'allais dire, consenti à ce deal pour, au fond, libérer Frédéric Pierucci, ou est-ce que c'était autre chose ? Très clairement non. Vous savez comme moi qu'il y a eu un rapport d'enquête qui a été diligenté par la suite. Le principal actionnaire d'Alstom à l'époque était Bouygues. Bouygues voulait se défaire de cette participation financière et cette opération a surtout permis à Bouygues de vendre effectivement ses titres et refaire une partie de sa trésorerie dans cette opération. Voilà tout. Le cas de Frédéric Pierucci, c'est triste à dire, même si j'aime beaucoup, c'est un ami, n'y est quasiment pour rien. En tout cas dans le dénouement. Toutes ces affaires, Olivier de Maison Rouge, ont conduit la France à se doter d'une politique publique de sécurité économique en 2019, excusez-moi, donc tout ça c'est très récent. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est effectivement en lien avec ces événements dont nous parlons, où on s'aperçoit que finalement, dans cette paix militaire et cette guerre économique qui en est le pendant, l'autre visage de cette forme de guerre hybride, eh bien, on s'aperçoit que nos prétendus amis ou alliés ne sont pas forcément tant nos amis et tant nos alliés. Et donc, de fait, la France, mais parce qu'elle avait aussi un peu baissé la garde en la matière, a su renouer avec certains éléments qui ont constitué sa politique de souveraineté économique. Le mot est à la mode désormais. C'était un gros mot voici 5 ans. Aujourd'hui, ça redevient un peu plus à la mode en matière notamment économique. Eh bien, cette politique publique de sécurité économique s'appuie notamment sur un ministère fort comme l'est Bercy, et qui, justement, a défini des domaines économiques stratégiques dans lesquels l'État peut être en mesure d'intervenir. Alors, c'est un peu l'héritage d'Arnaud Montebourg, justement, dont nous parlions, mais précédemment également de la politique gaullienne, également en matière économique, notamment en matière énergétique, avec la définition de secteurs prioritaires, de secteurs essentiels. Eh bien, voilà aujourd'hui ce qu'il se dessine, sauf qu'il faut-il qu'il y ait d'abord une volonté politique et ensuite que l'État ait les moyens de ses ambitions.
Ça, c'est une autre question. Alors, vous évoquez aussi la loi sur le secret des affaires de juillet 2018. Vous expliquez que, au fond, l'affaire du Mediator, du Panama Paper, Dieselgate ou UBS, avec cette loi, toutes ces affaires auraient empêché les lanceurs d'alerte de pouvoir s'exprimer. Alors, je ne dirais pas comme ça, je vais être un petit peu plus précis et peut-être contrarier votre propos, pardonnez-moi. Oui, j'ai été d'abord un des pionniers, un des artisans de la loi sur le secret des affaires. Mais précisément, contrairement à ce qu'on pense, le secret des affaires n'est pas une forme de bâillon, comme cela est prétendu parfois à tort. Le secret des affaires ne résiste pas aux lanceurs d'alerte. Mais je parle des véritables lanceurs d'alerte et des lanceurs d'alerte sincères. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a sanctuarisé, si je puis dire, le statut de lanceur d'alerte et a bien rappelé qui pouvait être lanceur d'alerte, à savoir une personne physique, donc ce qui exclut les associations, les syndicats, les ONG, et qui dénoncent des délits, des crimes, de manière désintéressée et dont ils ont été eux-mêmes personnellement témoins. Comme donc, Stéphanie Gibaud, par exemple, que nous avions reçu à TV Liberté sur l'affaire UBS. Absolument, mais c'est une véritable lanceuse d'alerte, lanceuse, devrais-je dire, pardon. Stéphanie Gibaud a vécu un calvaire, je sais combien cela a été éprouvant à titre personnel pour elle, et bien ce genre de choses ne peut pas être couvert par le secret des affaires. Le secret des affaires, précisément, n'est pas fait pour dissimuler, en tout cas créer au sein de l'entreprise des zones d'ombre pour masquer des actes frauduleux ou délictueux. Les lanceurs d'alerte sont au contraire des garanties vigilantes, enfin des vigiles, on va dire, de la démocratie, précisément, et à ce titre, ils ont leur raison d'être, pour peu qu'ils correspondent bien à ce que la loi en définit, et non pas une instrumentalisation par des opérateurs extérieurs, parce qu'il faut se méfier aussi des manipulations en la matière. Alors, vous évoquez, Olivier de Maisonrouge, la standardisation des rapports commerciaux. Vous dites, voilà, face à cela, les États reviennent à la manœuvre et prennent davantage la conduite des affaires. Moi, j'ai l'impression, enfin, on aurait du mal à vous croire au vu de ce qu'on voit actuellement. Et je crois que justement, et la crise, notamment sanitaire, que nous vivons tous, n'est pas une révolution, n'est pas un tournant, c'est au contraire un accélérateur. Un accélérateur de ce qui était déjà à l'œuvre, très précisément. Et de fait, il s'avère que je crois que nous voyons peut-être la fin de cette forme de mondialisation. On parle déjà aujourd'hui de guerre froide technologique. Si l'on parle de guerre froide, c'est que précisément nous ne sommes pas aujourd'hui dans des manœuvres purement économiques d'entreprise, mais bien sur un retour du politique, où des camps se rangent, se font face à face d'ailleurs, et ça a été le cas sous l'ère de Donald Trump aux États-Unis, qui a essayé de domestiquer notamment les GAFAM, comme en face les fameux BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei. On le voit, ils sont à la botte du régime chinois. Donc il y a bien, à mon sens, au sens peut-être impérialiste du terme, un retour du politique et sous forme d'État stratège. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. C'est ainsi que les choses se mènent. Et même Biden, qui aujourd'hui arrive au pouvoir, a la ferme volonté de faire rentrer dans le rang les fameux GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors avec Donald Trump, vous nous expliquez que voilà, les États-Unis avaient signé la fin du rôle de gendarme qu'ils s'étaient assigné depuis la chute du bloc soviétique, en tout cas sur le plan militaire, puisque on a vu les actions qu'il a pu faire sur l'aluminium ou cette guerre économique qu'il mène avec la Chine. Qu'en sera-t-il maintenant avec Joe Biden? Quelle guerre économique Joe Biden va-t-il mener? Alors, juste une précision, Trump a clairement été un nationaliste. Et c'est en ce sens que les États-Unis, pendant 4 ans, n'ont plus été les impérialistes qu'ils avaient toujours été. Avec Biden, ça va être le 3e mandat de Barack Obama. Autrement dit, on va sans doute assister à une véritable continuité de ce qu'avaient fait auparavant les démocrates, à savoir véritablement des visées impérialistes, une domestication du monde, tel qu'ils l'ont voulu, sous une forme morale,
prétendument vertueuse. C'est le fameux messianisme américain d'ailleurs, hein, et ces fameux néo-faucons que l'on retrouve à la main. D'ailleurs, les premiers mots de Biden, qui n'avaient pas encore pris le pouvoir, a été « les États-Unis vont à nouveau guider le monde ». Ce n'est pas innocent, ça n'est pas neutre. C'est très révélateur, au contraire. Et donc, je pense que Obama avait déjà engagé un bras de fer contre la Chine, qu'il voyait monter en puissance. Trump l'a utilisé sous une forme patriotique, si je puis dire, avec une guerre commerciale à travers la montée des taux douaniers sur certaines matières. Mais Biden va l'exercer tout autant, de manière encore plus ferme sans doute et plus brutale peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on avait vu Barack Obama signer un accord sur le nucléaire avec l'Iran? Est-ce que vous pensez que Joe Biden va relancer cet accord qui avait été rompu sous Donald Trump? Pour le coup, oui, très probablement, parce que Donald Trump l'a dénoncé brièvement, avec des sanctions sous forme d'embargo pour les entreprises qui pourraient, le cas échéant, permettre à l'Iran de se doter du nucléaire civil, qui l'on sait mène au nucléaire militaire. Biden, pour le coup, a un regard, je ne qualifierais pas de laxiste, mais pense davantage à vouloir intégrer l'Iran dans le concert des nations, comme Obama l'avait fait en son temps. Et effectivement, c'est un appui en matière de puissance régionale, l'Iran, qui a du sens. Et peut-être que cela aurait été une des fautes de Donald Trump que de dénoncer cet accord. Nous verrons. Alors, vous évoquez également le profilage des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la fermeture du compte Twitter de l'ex-président américain alors qu'il s'apprêtait à quitter la Maison-Blanche? Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, et ça n'est pas nouveau d'ailleurs, les médias dits mainstream, les grands titres, sont entre les mains de quelques actionnaires, les grandes puissances économiques, grandes entreprises économiques. De fait, sont apparus depuis une vingtaine d'années, grâce à la liberté qu'offrait Internet notamment, des médias alternatifs, vous en faites partie notamment, et les réseaux sociaux ont constitué aussi une forme de caisse de résonance alternative aux médias publics, mainstream comme on dit, et d'ailleurs Donald Trump a su parfaitement s'en servir. Et précisément, ça a été un peu le revers de la médaille, c'est parce qu'il a su s'en servir à telle enseigne qu'on lui a coupé le sifflet, si vous me permettez l'expression. Là où je suis heurté par principe, c'est que pour moi la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là où, en réalité, cette liberté d'expression et d'opinion est en principe consacrée, de plus en plus, l'État s'en remet à des opérateurs privés. Les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ou d'autres encore comme Twitter, sont aujourd'hui les opérateurs qui délivrent ces services qui permettent de s'exprimer, et finalement c'est eux qui aujourd'hui s'arrogent la possibilité et finalement la faculté de censurer indépendamment de tout pouvoir d'un juge, de l'autorité d'un juge. Donc c'est là où on s'écarte vraiment des principes démocratiques, et que ce soit en France comme aux États-Unis, je ne juge pas seulement le cas de Donald Trump, cela me heurte en tant qu'avocat. Avec la loi Avia également, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel dans un chapitre consacré aux ONG. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Olivier de Maisonrouge, vous évoquez Transparency International. Cette ONG est financée par l'Open Society du milliardaire hongrois George Soros. Pourquoi, dans ce chapitre, vous parlez d'une instrumentalisation des droits de l'homme? Alors, ce n'est pas seulement les droits de l'homme. C'est qu'en réalité, depuis les années 70, on a vu apparaître des ONG sur la place publique qui arrivent à tenir le pouvoir. Alors, quand je dis tenir, c'est pas être élu, parce que justement c'est indépendamment de toute base démocratique, mais à pouvoir s'emparer de flambeaux moraux, prétendument vertueux, et peser finalement sur les débats publics, quitte à influencer les dirigeants. Et c'est le problème de ces ONG. 80% de ces ONG sont anglo-saxonnes. Ils captent quasi 90% du financement, parce que le principe d'une ONG, c'est qu'elle doit être indépendante financièrement.
Or, beaucoup de ces ONG agissantes, et qui représentent que 20% finalement des véritables ONG, sont finalement indirectement financées par des opérateurs publics ou des grandes entreprises comme celles que vous venez de citer. Et donc finalement, on s'aperçoit que tout ça révèle une manipulation à la fois informationnelle et en matière de décision politique qui ne correspondent à aucune base, aucune aspiration, qu'elle soit populaire, démocratique ou autre. Donc on est véritablement sur de la désinformation davantage que véritablement une source d'inspiration telle que les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont qu'un moyen en soi, pas nécessairement une fin. Ça sera ma dernière question, Olivier de Maisonrouge. Je vous cite, c'est un passage que j'ai relevé dans votre ouvrage. Nous nous éloignons davantage des guerres commerciales ancestrales guidées par les seules considérations douanières et tarifaires pour entrer dans le champ de la guerre intégrale. Quels sont les principes de cette guerre intégrale ? Eh bien, de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous souhaitons tous la paix armée, la paix également en matière économique. On s'aperçoit désormais que l'espace économique est néanmoins un espace de conflictualité, de plus en plus exacerbé. Et de plus en plus, finalement, peut-être de faible intensité que de haute intensité, mais on voit apparaître des guérillas de nature hybride. On peut utiliser aussi bien la force armée, mais en accompagnement derrière, l'instrumentalisation du droit, l'instrumentalisation de la fiscalité, et tous ces aspects qui en réalité nous montrent que tous les moyens sont employés, tous les moyens sont bons pour parvenir à des buts de guerre. Voilà un peu ce que je veux. Les révolutions colorées type jasmin, orange en Ukraine, etc. Entre autres, absolument. Voilà, c'est une manière de pouvoir à la fois s'affranchir de toute base peut-être démocratique ou toute aspiration, mais aussi de pouvoir utiliser tous les moyens dévoyés, que ce soit en matière de désinformation ou de fake news aujourd'hui. Alors, on nous parle de post-vérité, mais en réalité, tout ça, c'est déjà finalement une instrumentalisation qui est mise en œuvre dans ces guerres hybrides aujourd'hui, qui poursuivent des buts stratégiques en réalité, où les États sont évidemment à la manœuvre. Olivier de Maisonrouge, je rappelle le titre de votre ouvrage « Survivre à la guerre économique, manuel de résidence ». C'est publié chez VA Éditions. Pour nos téléspectateurs de TV Liberté, ils pourront retrouver la référence sur notre boutique officielle. Merci Olivier de Maisonrouge d'avoir été en direct avec nous depuis votre bureau. Merci. Au revoir.